Quand on regarde des publicités, des émissions de jeux vidéo issues des années 80 et 90 en appartenant à la Gen Z comme moi, c'est toujours étrange et dans cette situation, il est possible d'éprouver un sentiment bien particulier que vous avez, sans aucun doute, déjà expérimenté, et ce, peu importe la génération. Ou sinon, quand on est simplement dans la rue, qu'il y a des passants et qu'on en vienne à réaliser que ces personnes, à notre image, elles ont une vie aussi, qui a ses hauts et ses bas, ses accomplissements, son vécu. Personnellement, il y a un sentiment qui me fascine, qui est tout bonnement la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce qu'en fait, quand j'ai trouvé le nom de ce ressenti, j'étais sur le cul. Je sais, ça paraît peut-être rien, mais ce sentiment, c'est la kénopsie. Il s'agit d'un ressenti provoqué par le fait de se retrouver dans des lieux habituellement bondés, qui soudainement se retrouvent absolument vides. Si cette kénopsie elle me fascine autant, c'est parce qu'en fait elle lie littéralement le virtuel au réel. Ce que j'entends par là, c'est que les backrooms, les poolrooms, les espaces liminaux, la weirdcore, toutes ces esthétiques, ces univers de l'horreur ou de l'étrange d'internet provoquent ce même ressenti et se basent sur ce dernier. Ça va même plus loin que ça en vrai. Les jeux vidéo ils provoquent cette kénopsie. Quand on est dans un jeu multijoueur par exemple et qu'on se retrouve complètement seul. Garry's Mod l'illustre parfaitement. Tous ces éléments qui servent à donner vie à une multitude de personnes se retrouvent dépourvus de sens et immédiatement ça crée un certain onirisme. Les repères qu'on a s'en retrouvent rayés et tout semble ne pas être à sa place. Je citais les backrooms, les espaces liminaux et les poolrooms, mais c'est pareil. Les structures qu'utilisent toutes ces esthétiques et créations, elles renvoient quasiment toujours à des images de lieux qui sont habituellement bondés de monde. Les piscines publiques par exemple, normalement il y a d'autres gens. Les magasins, normalement il y a d'autres gens. Dans une maison aussi, etc. La pandémie ça a sans doute aussi provoqué ce sentiment chez beaucoup de monde, cette sorte d'inconfort, parfois même de la nostalgie, dans une moindre mesure même de l'horreur. L'inconfort il se retrouve dans ce contexte par le fait de n'avoir personne dans les rues quand elles sont habituellement remplies. Ça joue immédiatement avec nos habitudes, ça les perturbe en nous poussant consciemment ou inconsciemment à se demander si tout reviendra comme c'était avant. Ça se retrouve assez évidemment aussi dans les divers décors des backrooms, déjà parce qu'ils ont l'air d'être ancrés dans la réalité de par leur apparence, mais leur fonctionnement est fondamentalement différent de notre réalité. Et ça c'est troublant. Prenez cet exemple de la série des backrooms faite par Kane Pixels. Le protagoniste sort d'un tunnel qui semble donner sur une agglomération parfaitement normale, mais il y a cette lumière rouge étrange, puis quand il rentre dans l'une des maisons, il y a cette série d'éléments parfaitement incompréhensibles. La nostalgie, elle provient surtout de cette envie d'un retour en arrière. C'est toujours attristant de voir quelque chose qu'on a connu se faire doucement délaisser. Et la kénopsie, c'est ce que ça provoque. Encore une fois, c'est brillamment mis en abîme par The Oldest View, mais en vrai, vous pouvez penser à littéralement tout ce que vous avez connu, d'anciennes consoles, d'anciens sites que vous fréquentiez. Toutes ces choses étaient remplies de vie auparavant, mais aujourd'hui pour la plupart, elles ne sont que des ruines qu'on peut occasionnellement visiter si on vient à s'en souvenir. Je suis exactement dans cet état en ce moment. J'ai cette nostalgie d'une époque antérieure à l'internet moderne, années 80 à 90. Je suis un enfant des années 2000 qui n'a eu qu'un bref aperçu de la vie sans téléphone. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais je pense que je suis tout simplement pas conçu pour cet environnement d'information constante. Je suis pas fait pour les réseaux sociaux. L'ennui serein de l'absence totale de stimulation me manque. Je peux pas supporter la stimulation et la négativité, c'est vraiment ça en fait. Je viens de voir un message négatif qui m'a donné la nausée, littéralement. En plus, j'ai pas la personnalité requise pour aimer poster quoi que ce soit, publier des trucs en ligne pour que mes proches le voient, ça me stresse. J'ai l'impression que le fait d'être hypersensible a quelque chose à voir avec cette espèce de syndrome de la vieille âme. Je vois le passé comme une époque où les gens étaient plus présents dans leur vie, et j'imagine qu'ils ignoraient une grande partie de ce qui se passait dans le monde parce qu'ils avaient juste pas internet pour les en informer. C'est ce que je veux être, plus à l'écart du monde et plus à l'écoute de mon environnement quotidien. Je veux aussi expérimenter la vie sans téléphone. Je sais que je passe trop de temps en ligne, mais c'est difficile de s'en détacher quand je l'utilise pour le travail, l'université, etc. Mais je déteste par-dessus tout avoir l'impression d'être accro à internet. J'aime pas attraper mon téléphone quand je me réveille le matin, mais c'est presque automatique. Je me souviens de l'époque où je le faisais pas. Quand j'étais enfant, je me réveillais dans le silence complet, avec rien d'autre que le plafond à regarder. Je pense que c'est une vie plus paisible, en fin de compte. Éprouver de la nostalgie pour un temps qu'on n'a jamais connu. C'est tellement curieux parce que ça semble contradictoire. La nostalgie, de base, on pourrait penser que ça se fait en lien avec un événement qu'on a vécu. Et donc, l'anémoïa, tout ce qu'elle exprime, c'est ce même sentiment nostalgique vis-à-vis de quelque chose qu'on aurait aimé vivre. De base, c'est ce que les psychologues pensaient, que la nostalgie, en fait, c'est quelqu'un qui simplement essaye de rembobiner des événements vécus, qu'on n'essaie pas d'y imbriquer davantage de couleurs, de senteurs, de dialogues. La nostalgie, avant l'arrivée de Felipe de Brigard, c'était que ça. Mais lui, il a changé la donne. Il a expliqué qu'en somme, la mémoire, elle fonctionne pas comme une bobine, c'est précisément ce qui permet l'anémoïa. Parce que notre mémoire qui joue sur la nostalgie, elle rembobine pas les événements passés.
elle les simule. Du coup, De Brigard affirme que la nostalgie peut être basée sur des souvenirs, des simulations d'expériences passées plaisantes, mais qu'en fin de compte, elle se base pas obligatoirement sur des souvenirs vécus. Compte tenu du rôle de l'imagination dans la mémoire, comme je viens de l'expliquer, c'est pas exagéré de penser que la nostalgie puisse également se fonder sur des expériences passées positives imaginées. Sur cette base qu'on vient de voir, en gros, notre esprit crée une simulation de ce qu'auraient été ces lieux, ces époques, ces personnes, et on ressent alors le désir d'en faire l'expérience par nous-mêmes. Et De Brigard, il appuie un phénomène intéressant qui est lié à l'apparition de l'anémoïa. C'est que généralement, ça se retrouve chez les gens qui ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle. Là où je l'ai vu extrêmement souvent, c'est chez les gens qui fantasment sur les années 90, voire début 2000, où les gens dans les lycées n'avaient pas de portable. Il y a pas mal d'archives qui nous montrent justement ce qu'était la vie à cette époque, ce que ça semblait être de pas avoir de portable constamment avec nous. En parlant d'archivage, j'ai découvert il y a quelques mois une chaîne extrêmement intrigante du nom de Joseph Schwank, mais j'en reparlerai dans une future vidéo qui traitera de chaînes étranges pour certaines, carrément flippant pour d'autres. L'anémoïa, on peut encore une fois faire un lien direct, je trouve, avec les espaces liminaux. Ne m'en voulez pas si moi ça me fascine de la sorte. Parce que tout le but de ces espaces, c'est de provoquer de la nostalgie pour des lieux, parfois des époques, des chaînes de restauration, absolument que des trucs qu'on n'a jamais connus. Enfin, les espaces liminaux, ça comporte aussi de l'horreur, hein, mais il y a une partie de nostalgie qui est indéniable. Je renvoie même ça plus loin. La Dreamcore, ça nous donne l'impression d'avoir déjà eu ces rêves, d'avoir un lien de familiarité avec ces derniers. La Lost Wave, c'est exactement la même chose. La quantité de gens qui clamaient avoir déjà entendu le titre Everyone Knows It, alors que dans le cas concret, j'espère que personne ne connaissait. L'anémoïa, c'est attrayant comme sentiment parce que ça nous transporte dans une ère, un lieu, peu importe, qu'on peut facilement idéaliser parce que justement, on l'a pas vécu. Par conséquent, on se dira toujours qu'une époque donnée est meilleure que la nôtre, parce qu'elle présente pas d'apparence les inconvénients que présente la nôtre. Pour vaincre ce ressenti, il n'y a qu'une solution, c'est celle d'essayer d'apprendre à aimer sa condition, comprendre que retourner en arrière, c'est impossible dans une moindre mesure. Et ce, même si c'est terriblement attrayant parfois. Personnellement, j'ai ça avec les années 90, ça a l'air incroyable, mais on peut juste pas exaucer ce souhait. À ce sujet, j'ai une petite anecdote personnelle. Cet été, je suis parti en vacances en prenant l'avion pour la première fois depuis près de 10 ans. Et quand j'étais gamin, je jouais constamment à Pokémon sur ma DS, donc je vous laisse deviner. Mais oui, j'ai passé l'intégralité de mon attente dans l'aéroport et dans l'avion à jouer à Pokémon. J'ai simulé ce que j'ai vécu plus jeune, je sais que je le vivrai plus jamais. Mais j'ai adoré ce moment, c'était génialissime et je le referai. Sans aucune hésitation. Parlant d'enfance, il y a le film Stand By Me qui, je trouve, provoque ce ressenti parce qu'il est profondément universel. C'est en somme un groupe d'enfants qui part à l'aventure, qui vit des trucs de fou, qui rigole, qui pleure, et tous ces enfants en viennent même à leurs conclusions respectives. J'en parlerai sans doute un jour d'ailleurs, faut juste que je trouve un bon angle pour aborder le sujet. Je pense que c'est définitivement le sentiment le plus universel. Le chrysalisme, c'est ce qu'on ressent quand on est abrité tandis que dehors il pleut ou qu'il y a de l'orage. C'est souvent accompagné d'une émotion profondément réconfortante et apaisante, de se savoir en sécurité, quand dehors tout semble s'écrouler, d'entendre ce qu'il s'y passe, de voir ce qui s'y passe, mais de ne pas être atteint. Il y a un contraste évident entre ce que vous ressentez et ce qui se passe en dehors de votre habitacle, qui est juste amplifié par la brutalité de ce qui se passe dehors. Mais parfois, ce bien-être est exactement comme pour l'anémoïa, illusoire. On a l'impression à cause des conditions externes que dans notre situation tout va bien, sauf qu'à l'image de Skinamarink, vous vous enfermerez vous-même. Dans Skinamarink, vous suivez l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent leur vie d'apparence paisible, mais qui voient tout autour d'eux se dégrader. Des fenêtres disparaissent, des portes disparaissent, leurs parents semblent complètement absents même si physiquement présents, voire carrément juste remplacés par autre chose. La sœur finit même par disparaître, ne laissant plus que le frère complètement seul, livré à lui-même face à des choses qu'il ne comprend pas. Mais là où Skinamarink cristallise ce ressenti, c'est quand, face à toutes ces horreurs, ces forces sur lesquelles l'enfant n'a aucune influence, il finira simplement par aller se réfugier devant une télévision. Et pendant ce court instant, tout autour de lui provoque ce même effet qu'une tempête provoquerait au dehors de sa maison. Il a certes trouvé son réconfort devant la télévision, mais la menace concrète est toujours là, et rôde non loin de lui. La prise de conscience que chaque passant vit une vie aussi vivante et complexe que la vôtre, peuplée de ses propres ambitions, amis, routines, soucis et folies. Une histoire épique qui se poursuit invisiblement autour de vous comme une fourmilière s'étendant profondément sous terre, avec des passages élaborés vers des milliers d'autres vies dont vous ne soupçonnerez jamais l'existence, dans lesquelles vous n'apparaissez peut-être qu'une seule fois, comme un figurant sirotant un café en arrière-plan, comme un flou de circulation sur l'autoroute, comme une fenêtre éclairée à la tombée de la nuit. Dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué, et si j'ai pas forcément
forcément trop aimé le livre, j'ai quand même trouvé cette partie extrêmement bien écrite. C'est ce moment où l'auteur nous fait, entre de gros guillemets, comprendre que même ce prisonnier a eu une enfance, a eu une mère avec laquelle il a grandi, a eu son lot de joie et de sourire, de tristesse et d'horreur. Ça nous fait remettre les choses en perspective. Certes, on est au centre de notre vie, mais c'est fou de se dire qu'on est littéralement juste des figurants dans la vie d'une autre personne. Encore plus fou, je trouve, c'est de se dire que ce que vous ressentez physiquement, ce que vous ressentez émotionnellement, toutes ces choses ont déjà été ressenties par quelqu'un d'autre. Stevie Girl en parle dans son dernier album. L'amour qu'éprouve le narrateur envers une fille n'est véritablement pas si spécial. Il y a une infinité de personnes qui ont déjà ressenti ce que lui a ressenti. Plus rien n'est véritablement unique. Ça apporte quand même un certain réconfort, je trouve, de savoir que peu importe notre situation, on n'est jamais vraiment seul parce que d'autres l'ont vécu. Et je trouve que c'est une belle chose à savoir. Je tenais à faire cette vidéo depuis un bail et encore une fois elle est peut-être un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Cette vidéo c'est un essai sur un sujet que j'ai toujours trouvé trop intéressant et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Des analyses des espaces liminaux que j'ai vues par exemple, j'ai jamais vu quelqu'un mentionner l'anémoïa ou la kénopsie. Pourtant comme on vient de le voir c'est fondamental à l'horreur et à la fascination que présentent ces divers univers d'internet. Ah et aussi, cette vidéo je voulais la sortir comme une espèce de vidéo d'attente. Les prochains sujets vont être relativement lourds et longs, particulièrement le sujet qui arrive d'ici 2 vidéos qui est littéralement pour moi la meilleure œuvre horrifique d'internet. Du moins je pense qu'on pourra tous s'accorder sur le fait que c'est l'une des plus impressionnantes. J'ai beaucoup trop de sujets desquels j'ai hâte de vous parler. Bientôt il y aura de l'analogue horror, des trouvailles étranges, flippantes et fascinantes sur internet, un iceberg que je trouve trop cool. Je vous remercie aussi pour l'accueil sur ma dernière vidéo, c'était génial, vous êtes trop cool. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée.